approche interdisciplinaire. Donc, mon nom est Jody Kaloubi, je suis infirmière diplômée de l'Université McGill et étudiante à la maîtrise en santé publique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Puis, en tant que vice-présidente aux affaires institutionnelles, puis, dans le fond, au nom de tout le conseil d'administration, on vous souhaite la bienvenue. On est très heureux que vous soyez ici aujourd'hui. Et puis, je vais juste commencer par vous présenter un peu le FRESC. Donc, le FRESC, le Forum de la relève étudiante pour la santé au Québec, ça a été fondé en janvier 2016. C'est dans la foulée un peu de l'annonce de l'abolition du poste du commissaire au bien-être et à la santé, puis des nouveaux gros changements majeurs dans le système de santé, qu'il y a des étudiants de diverses professions en santé qui ont senti le besoin d'aller faire des consultations publiques des étudiants de la relève, mais aussi du public, des patients, des professionnels et des citoyens pour ces changements-là dans le système. Donc, c'est une vision du système de santé qui est efficace, juste, accessible. Et le but, c'est vraiment d'aller pouvoir formuler des recommandations pour le ministère de la Santé. Donc, en 2016, on a formulé des recommandations sur l'accès aux soins primaires. En 2017, des recommandations sur l'accès aux soins de santé mentale. Puis, sur ce sujet-là, on a des dossiers qui continuent à être travaillés, notamment le dossier de la couverture universelle de la psychothérapie, le dossier des ratios des professionnels patients et aussi le dossier de l'amélioration du financement des organismes communautaires pour les intégrer dans la pratique. Donc, cette année, on se regroupe ensemble pour une troisième problématique de la surmédicalisation, qui est un enjeu important aussi dans le système de santé, peut-être méconnu. Donc, c'est une occasion aujourd'hui d'en apprendre plus, mais aussi d'agir là-dessus, de formuler des solutions à cet enjeu-là. Donc, on a l'honneur aujourd'hui d'avoir 3 conférenciers de marque qui vont pouvoir nous parler de ce sujet, ainsi que 3 acteurs politiques importants à cet enjeu-là dans le système de santé. Donc, on va commencer avec M. Régis Blais, qui est vice-doyen de l'École de santé publique, qui va nous présenter la problématique, la complexité aussi des pistes de solutions. Après coup, on va avoir des séances de travail interdisciplinaire, donc dans votre programme, mais surtout sur votre cocarde. En arrière, vous avez l'ordre de salles dans lesquelles vous devez aller pour le travail sur les recommandations. Donc, ceux qui ont un ordi, vous allez pouvoir aussi accéder à vos recommandations en ligne, puis on a noté les recommandations dans le programme. Donc, le but de ces échanges-là, c'est d'abord de vous faire échanger entre vous votre expérience, votre expertise, puis d'utiliser ça pour modifier les recommandations qui nous ont été proposées par 4 associations, mais aussi peut-être en formuler des nouvelles. Après le dîner, on va avoir donc un panel politique avec le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, Diane Lamar, la porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, et le porte-parole de Québec solidaire en matière de santé, M. Amir Kadir. Ça va être modéré par Jennifer Darac, Lisa Hudon du CA du FRESC. Puis, on va terminer avec un côté un peu plus clinique avec Mme Louise Mallet, qui est pharmacienne et également fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec et fellow du European Society of Clinical Pharmacy, et avec M. Gilles Dupuis, qui est professeur de psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Puis, on va clore le tout, notre semaine d'aujourd'hui, avec d'autres échanges interprofessionnels, interdisciplinaires, mais dans un cadre un peu moins formel, au 5 à 7, auquel vous êtes tous les bienvenus. Donc, j'aimerais aussi, juste en terminant, remercier nos partenaires financiers chaleureusement, parce que c'est vraiment grâce à eux que ce sommet a lieu, puis qu'on est capable d'avoir des étudiants d'un peu partout du Québec aussi pour être représentés. Donc, notre partenaire argent, qui est la FIC, notre partenaire bronze, on en a 3, la Fédération des professionnels de la CSN, la PTS et l'Association médicale du Québec. Puis, on a nos nombreux partenaires officiels. Permettez-moi de lire les notes pour être sûr d'oublier personne. McGill Alumni Association, l'Association des étudiants au doctorat en chiropratique de l'Université du Québec à Trois-Rivières, la Nursing Undergraduate Society de l'Université McGill, l'Association des étudiants et étudiantes en sciences infirmières de l'Université Laval, l'Association des cycles supérieurs en psychologie de l'Université Laval, l'Association des étudiantes et étudiants en santé publique de l'Université de Montréal, l'Association des étudiantes et étudiants en médecine de l'Université de Montréal et la Nursing Graduate Students Association de l'Université de McGill. Donc, finalement, je tiens à vous remercier déjà pour votre présence aujourd'hui, pour les échanges qu'on va avoir. Puis, je passe la parole à Sarah Brunet pour introduire notre premier conférencier brièvement.
Merci et bon sommet. Donc, bonjour à tous. Moi, est-ce que je parle trop fort? Je vais mettre comme ça. Donc, je vais, pour m'assurer de bien faire une belle présentation de notre premier conférencier, je vais me permettre de lire un petit peu sa biographie, si je peux me permettre. Rapidement. Donc, M. Régis Blais, ici, détient un PhD à l'Université du Québec à Montréal. Il est professeur titulaire du département de gestion, d'évaluation et de politique de santé de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Il est également chercheur à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal, et ce depuis 1989. Déjà. Il est également vice-doyen de l'Université de l'ESPOUM, donc si je recommence, c'est l'École de santé publique de l'Université de Montréal, et ce depuis juin 2017. Puis ses champs d'intérêt incluent la sécurité des patients, l'utilisation optimale des ressources et des services de santé, les politiques pharmaceutiques, les variations de pratiques professionnelles et la gestion des ressources humaines. Merci. Merci. Merci Sarah et merci Jody. Alors merci aux organisateurs de m'avoir invité. Bienvenue à l'Université de Montréal. Pour ceux qui ne sont pas de l'Université de Montréal, quand même, je reconnais des gens dans la salle que j'ai vus en classe. Alors, et ce que je vais présenter aujourd'hui va peut-être leur rappeler certaines choses, enfin, s'ils ont retenu quelque chose du cours de l'automne passé. Bon, alors voilà. Donc, la surmédicalisation, diagnostic et remède. Alors, vous allez voir pourquoi j'utilise ces deux termes et dans deux sens différents. Alors, je vais d'abord brosser un tableau rapide, ou ce qu'on peut appeler un diagnostic de la nature et de l'ampleur du problème, quelques définitions de la surmédicalisation et le pendant, les services inappropriés, un survol rapide des causes et conséquences du phénomène et les remèdes ou les solutions, comment réduire les services inappropriés et une conclusion. Alors, le problème de surmédicalisation ou de services inappropriés, parce que vous allez voir que j'utilise un terme pour l'autre, ça ne date pas d'hier. Alors, peut-être que la plupart d'entre vous, ça ne vous dit rien, mais au début des années 90, le ministre de la Santé fédéral avait lancé l'idée qu'environ 30% des services de santé sont non nécessaires, inappropriés, non pertinents. Alors, 30%. La présidente de l'Association médicale du Canada de l'époque, est-ce qu'il y a un petit pointeur là-dessus? Oups, excusez. Non, ça, c'est très beau, mais c'est pour moi. Oups, excusez-moi. La technologie. Hein. Est-ce qu'il y a un pointeur là-dessus? J'imagine que... Bon, alors, je vais essayer de ne pas toucher toutes sortes de boutons. Excusez-moi. Alors, la présidente de l'Association médicale canadienne à l'époque avait dit « c'est tout à fait des balivernes, c'est quelque chose, une statistique qu'il ne faut pas écouter, 30%, ça n'a aucun bon sens. » Bon, ça c'était au début des années 90. Alors aujourd'hui, qu'en est-il? Alors aux États-Unis, alors un article qui date d'octobre 2017, donc il n'y a pas si longtemps, alors on dit While the exact toll is hard to quantify, nearly every family in the country has been subject to over-testing and over-treatment in some form. Chaque famille aux États-Unis a été sujette à du surtraitement et du surdiagnostic d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est quand même pas rare. Alors, une revue de la littérature, donc en 2012, a montré que la surutilisation de procédures thérapeutiques, de tests diagnostiques et de médicaments représenterait jusqu'à 30% des dépenses de soins de santé aux États-Unis et pourrait causer du tort aux patients. Alors là, ça devient sérieux. Ce n'est pas juste une idée qu'on a lancée comme ça ou quelqu'un qui s'est réveillé le matin et qui a dit « ça n'a pas de bon sens ». C'est une revue systématique. Donc, ça donne une idée qu'aux États-Unis, en tout cas, ça peut aller jusqu'à 30%. Et on sait que ça leur coûte très cher pour leur système de santé. Peut-être s'ils faisaient moins de choses inutiles, ils auraient un peu plus d'argent disponible. Et au Canada maintenant, alors, une étude récente, 2017, de l'Institut canadien d'information sur la santé et de Choosing Wisely Canada montre que jusqu'à 30% de 8 tests
traitements et procédures médicales au Canada sont potentiellement non nécessaires. Radiographie de la tête pour blessures mineures, benzodiazépine pour personnes âgées, kétiapine pour les enfants, tests préopératoires, radiographie pulmonaire, etc., etc. On est au Canada, en 2017, jusqu'à 30 %. Donc, le chiffre de 30 % d'il y a 25 ans était peut-être pas complètement absurde. Alors, si on regarde quelques exemples, alors, quelques études, donc pas juste des lubies. 86 % des femmes avec un cancer du sein de stade 1 en Ontario ont des tests d'imagerie non recommandés. 86 % en Ontario. Ce n'est pas à l'autre bout du monde et ce n'est pas il y a 50 ans, 2015. 60 % des visites aux urgences hospitalières au Québec ne sont pas urgentes, classées P4 ou P5. Ceux qui connaissent les classements, le P1 c'est plus urgent, puis P5 c'est moins urgent. 60 %. OK? Il n'y a pas si longtemps, c'est le commissaire au bien-être et à la santé qui dit ça. 38 % des patients atteints de bactériémie en Caroline du Nord et en Virginie ont reçu un traitement antibiotique inapproprié. 38 %. En 2005-2006, des patients requérant des soins de longue durée ont été hospitalisés de façon inappropriée, plus de 218 000 jours dans des lits de courte durée dans les hôpitaux du Québec, ministère de la Santé. Aux États-Unis, près de 50 % des patients atteints de cancer du poumon reçoivent plus de traitements et de radiographie que recommandés. 50 %. Si on ne parle pas de surmédicalisation, qu'est-ce que c'est? Alors, d'autres situations, 41 % des visites de première ligne aux États-Unis sont faites à des médecins spécialistes. La première ligne, ça devrait être des médecins de première ligne, pas des spécialistes, 40 %. 20 à 30 % des ordonnances de médicaments ne sont jamais remplies et environ 50 % des médicaments pour les maladies chroniques ne sont pas pris comme prescrits. Là, on va parler de sous-médicalisation, okay? Parce que les deux phénomènes peuvent exister. 68,5 % des femmes ayant eu une hystérectomie aux États-Unis rapportent avoir subi un test PAP après leur chirurgie. OK, là, il y a des choses, je ne suis pas obstétricien gynécologue, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. En tout cas, quelqu'un va dire, ça se peut quand même. Bon, OK, c'est correct. 53 % des patients à l'unité des soins intensifs d'un hôpital de Los Angeles auraient pu recevoir des soins appropriés ailleurs, selon des critères de la Société des Critical Care Medicine. 53 % ailleurs. 59 % des enfants traités pour pneumonie en Pennsylvanie et au New Jersey reçoivent des antibiotiques qui ne sont pas recommandés. 59 %. Alors, le 30 % là, il n'est peut-être pas exagéré. Okay? Alors, si on parle de définition un petit peu, alors, le thème, c'est la surmédicalisation. Alors, si on regarde les définitions dans les dictionnaires, la surmédicalisation est définie comme l'usage excessif des techniques médicales. On pourrait dire de tous soins médicaux de façon excessive. Okay. C'est quoi excessif? Ben, on va le voir dans un instant. On pourrait dire aussi, c'est la prescription et la consommation excessive de médicaments ou de soins médicaux, donc au sens large. Alors, c'est le excessif qui est à définir, au fond. Et quand on parle d'excessif, on parlait de services inappropriés ou non pertinents, et c'est le terme ou les termes que je vais utiliser pour le reste de ma présentation. C'est des services qui sont sans bénéfices médicaux pour le patient. Ça ne changera pas sa vie, sa durée de vie, sa qualité de vie, son bien-être, etc., ou qui auraient pu être dispensés de façon moins coûteuse. Par exemple, offrir des soins à domicile à un patient plutôt que de l'hospitaliser ou de le placer en institution de longue durée plutôt qu'en soins de courte durée, ça coûte moins cher et ça devrait donner les mêmes résultats. Ou bien non dispensé au moment opportun. Okay? Si on ne prend pas le médicament au bon moment ou si on n'applique pas un vaccin au bon moment, ben c'est pas approprié. Si on le prend trop tôt, si on fait des tests trop tôt alors que c'est pas recommandé, ben c'est de la surmédicalisation. Alors, ceux qui étaient dans mon cours à l'automne vont peut-être se rappeler qu'il y avait deux perspectives à la pertinence. Alors, la perspective spécifique, puis là, évidemment, je ne donnerai pas tous les détails que je donne dans mon cours, mais juste pour vous situer ou distinguer une perspective spécifique et une perspective générale. La perspective spécifique, ça s'applique à chaque intervention. Est-ce que ce test-là est nécessaire? Est-ce que ce médicament est approprié? Est-ce que cet antibiotique est approprié? Est-ce que ce service est approprié? Alors, ça concerne la pertinence de faire ou de ne pas faire l'intervention. Faut-il prescrire? Faut-il administrer un vaccin? Faut-il faire un test? Alors, la préoccupation, c'est faire ce qu'il faut et faire ce qui est efficace ou le plus bénéfique pour le patient. On comprend. La perspective générale, c'est, indépendant du diagnostic, ça concerne plutôt les modalités d'intervention et
surtout ou largement le lieu de l'intervention. Alors, est-ce qu'il faut hospitaliser quelqu'un ou il pourrait être traité en soins d'un jour, à domicile, en clinique externe, ailleurs? Mais ça pourrait concerner aussi le type de professionnel. On sait qu'une femme enceinte, il est recommandé d'avoir un suivi de grossesse. Est-ce que ce suivi doit être fait par une sage-femme, par un médecin de famille ou par un obstétricien? Alors, c'est la question de le type de professionnel. L'intervention elle-même est pertinente et requise, mais est-ce qu'il faut que ce soit par le plus grand obstétricien gynécologue qui risque de lui faire passer plus de tests, qui va coûter plus cher, évidemment, etc., etc. Donc, c'est la pertinence de la modalité. Et ça peut concerner les modalités de traitement. Et la préoccupation, c'est faire comme il faut et faire la façon la plus efficiente pour le système de soins, tout en maintenant la qualité, évidemment. Donc, c'est les deux perspectives. Alors, quand je disais tout à l'heure, 60% des patients qui se présentent à l'urgence sont de niveau P4 ou P5, bien, peut-être qu'ils ont besoin de soins, mais ce n'est pas là qu'ils devraient être. Ils ont peut-être besoin de voir un médecin, soit leur médecin de famille, soit une clinique sans rendez-vous, mais pas à l'urgence. Alors ça, c'est la perspective générale de la modalité de soins. Alors, relation entre le besoin de soins et les soins perçus. La première question, est-ce que des soins étaient nécessaires? Et deuxième question, est-ce que les soins ont été reçus? Si les soins étaient nécessaires et ils ont été reçus, c'est une utilisation appropriée. S'il était nécessaire, mais les soins n'ont pas été reçus, on va parler de sous-utilisation. Et on pourrait parler de sous-médicalisation, éventuellement. Si les soins n'étaient pas nécessaires, l'antibiotique n'est pas nécessaire quand quelqu'un a une infection des voies respiratoires supérieures qui est d'origine virale. L'antibiotique, ça ne marche pas pour les virus. Ça ne marche pas. Alors, les soins n'étaient pas nécessaires, mais quelqu'un reçoit quand même des antibiotiques. Bien, on va parler de surutilisation ou de surmédicalisation. S'ils n'étaient pas nécessaires et ils n'ont pas été reçus, bien, l'utilisation est appropriée, c'est correct. Vous avez une grippe et c'est viral, bien, tous les médicaments que vous allez prendre, la plupart ne sont pas nécessaires. Puis si vous n'en prenez pas, bien, vous restez au lit, puis vous reposez, puis vous manquez quelques cours, puis c'est pas trop grave. Après ça, vous revenez, puis tout va bien. Alors, d'autres exemples de soins inappropriés, alors là, je ne donne pas beaucoup de détails, mais des radiographies pulmonaires, puis des électrocardiogrammes préopératoires, jusqu'à 50% inappropriés. 30 types de soins préventifs chroniques ou aigus aux États-Unis, 45% inappropriés. Les transfusions sanguines, 60% inappropriés. Les patients dépressifs ne recevant pas les bons médicaments pour la bonne dose, une étude qu'on avait faite au Québec, 87% inappropriés. C'est gênant un peu. Un IRM pour douleur au bas du dos, 29% inapproprié. En 2004, le service Optilab du ministère de la Santé avait révélé que pour 14 analyses de laboratoire courantes, le taux de prescription inappropriée de ces examens de laboratoire, 57%. Et l'examen médical périodique, que plusieurs personnes pensent que c'est bon d'aller voir son médecin à chaque année, comme on fait vérifier sa voiture ou quoi que ce soit, bien, il n'y a pas de preuve que ça réduit la mortalité, la morbidité pour des gens qui ne sont pas malades. Si quelqu'un est malade, il a besoin de suivi. Mais dans bien des cas, l'examen médical périodique, ce n'est pas approprié, et pourtant, ça correspond à près de 4% des actes des omnipraticiens. Alors, au fond, on pourrait dire que la surmédicalisation ou l'utilisation inappropriée des services est omniprésente. Alors, par exemple, au lieu d'agir sur les déterminants de la santé pour prévenir la maladie, alors que ce soit la nutrition, l'exercice, les conditions de vie, l'environnement, des logements salubres, etc., etc., bien, qu'est-ce qu'on fait? On intervient médicalement quand la maladie est présente. Au lieu d'être suivi par un professionnel de première ligne, on se présente à l'urgence puis on consulte des spécialistes. Et au lieu de s'appuyer sur l'examen clinique, un professionnel, on va souvent utiliser des tests. Ah, parce qu'on n'est jamais sûr. Bon. Au lieu d'utiliser les soins, incluant les approches non médicales, les soins qui sont recommandés par les données probantes, ben, on consomme plus de soins et de médicaments que ce qui est requis, et souvent sur la base de croyances ou d'habitudes. Et au lieu de parler de evidence-based medicine, on va parfois parler de eminence-based medicine. Ah, c'est un éminent professionnel, un éminent spécialiste, il a dit telle chose, donc il faut respecter ce qu'il a dit.
au lieu de faire du patient un partenaire de soins, qui sait ce qui est le mieux pour lui, en général, ben, on traite encore le patient comme celui qui va recevoir les soins, et puis on ne tient pas compte de ses préférences, ou on prescrit souvent plus que ce qu'il souhaiterait. Il y a des études qui montrent que quand on implique les patients consomment moins de soins que ce qui leur serait recommandé par les professionnels. Si le médecin dit, bon, ben moi, dans votre cas, vous devriez avoir telle chose. Quand le patient est bien informé des avantages et des inconvénients et des risques de décès, des risques de complications, les patients ont tendance à consommer moins. Alors, peut-être que si on les impliquait davantage, puis il y a tout un mouvement de patients partenaires qui est important, peut-être qu'on réduirait la surmédicalisation. On peut bien dire, ah, mais le patient demande telle chose. Oui, mais il demande, est-ce qu'il sait vraiment qu'est-ce qu'il demande? Est-ce qu'il sait pourquoi il le demande? Est-ce qu'il est placé devant une information complète avec les avantages, les inconvénients, les risques, etc.? Pas toujours. Au lieu de soigner les patients à domicile, les patients qui sont admissibles, ben, on les place en institution. Puis on dit, on n'a pas de place dans les CHSLD, ça bloque des lits dans les hôpitaux, ça empêche les gens qui sont dans les urgences de monter dans les lits, il y a des files d'attente. Alors, c'est tout un cycle, un cercle vicieux. Alors, la non-pertinence des soins au Québec, qu'est-ce qu'on peut dire et quelles en sont les causes? Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'études, ou il n'y a pas vraiment d'études globales, générales. Bon, tout à l'heure, je mentionnais le rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé, alors qui est une étude canadienne, mais qui porte sur certains tests en particulier. Au Québec, on a quelques indications. Il y a déjà une vingtaine d'années, le Conseil médical du Québec, qui existait à l'époque, avait fait une étude de type qualitatif sur le phénomène, pour essayer de comprendre le phénomène, même s'il n'y avait pas toutes les ressources et toutes les données pour pouvoir le quantifier, mais il s'est quand même interrogé sur la question. Alors, qu'est-ce qu'il a constaté suite à une série d'entrevues avec des gens du milieu et de questionnaires? Les examens diagnostiques sont les soins où les problèmes de non-pertinence seraient les plus apparents. Alors, dans mon titre, quand je dis la surmédicalisation, 2 points, diagnostic et remède, le diagnostic, c'est aussi ça, les problèmes de diagnostic. On diagnostique beaucoup, on teste beaucoup. Pourquoi? Ben, c'est souvent pour se protéger, pour être sûr, pour se couvrir, pour rassurer. Bon. Et un autre constat, les variations dans les taux d'intervention, les variations d'une région à l'autre, d'un territoire à l'autre, d'un hôpital à l'autre, d'une clinique à l'autre, d'un médecin à l'autre, de tous les milieux. Alors, ça laisse supposer l'existence de soins inappropriés. Est-ce que tout le monde a raison quand les taux sont si variables, quand les pratiques sont si variables? C'est peu probable. Hein. Il y a certainement des soins qui sont non nécessaires, qui sont inappropriés, qui sont en surplus. Alors, quelques causes. Là, bon. Les causes de la non-pertinence ou la surmédicalisation éventuellement, c'est en particulier la formation des professionnels. Est-ce qu'on les forme vraiment aux données probantes? Est-ce qu'on les forme à être sensibilisés à la non-pertinence, à la surmédicalisation? Est-ce qu'on les forme aux approches alternatives? Okay? Les approches alternatives, par exemple, quelqu'un fait de l'hypertension. Est-ce que la seule chose qu'on peut faire pour lui, c'est des statines? On lui prescrit des statines, puis là, ben, OK, on espère qu'on va réussir à contrôler sa tension, etc. Et puis, donc, une formation à la fois initiale et continue. La législation et la réglementation qui est désuète. Par exemple, il y a des examens pré-embauche qui sont prévus, okay? Qui sont prévus par la loi. Il faut les appliquer. Ben, alors que souvent, ce n'est pas nécessaire. Quelqu'un qui est en santé n'a pas besoin de... Les craintes de poursuites légales, alors... bien des professionnels, pour se protéger, disent « Ah, on va s'assurer de couvrir toutes les bases qu'on a et s'assurer qu'on n'échappe à rien. » Donc, alors que ce qu'on sait, c'est que quand les professionnels suivent les guides de pratique ou les recommandations de leur ordre professionnel ou des grandes sociétés, habituellement, ils sont protégés. Okay? Habituellement, on ne peut pas blâmer un médecin pour
avoir suivi les guides qui sont en vigueur. Les modes de rémunération encouragent la production de services et pas leur pertinence. Quand les médecins sont payés à l'acte, l'important pour eux, c'est de faire des actes. Okay? Ce n'est pas nécessairement de faire des bons actes, même s'ils veulent tous bien travailler, mais les actes sont encouragés par le mode de rémunération à l'acte. L'organisation des services, évidemment, quelqu'un qui travaille en pratique isolée, il est moins soumis à un contrôle par les pairs et par des protocoles et puis les meilleures pratiques. Les cliniques sans rendez-vous, c'est un endroit où on fait du débit. Alors, on rentre, on passe et puis rapidement, on voit un autre patient. On n'a pas un suivi, on ne connaît pas nécessairement toute son histoire et on ne tient pas compte de tous ces problèmes. La disponibilité de l'offre. Alors, ceux qui ont été dans mon cours se rappelleront sans doute de la loi de Romer. Alors, la loi de Romer qui dit, ben, un lit dressé, c'est un lit occupé. Hein? Alors, plus on a de la disponibilité, plus on utilise les ressources. Alors, s'il y a des lits qui sont disponibles, on va les utiliser. S'il y a des appareils qui sont disponibles, on va les utiliser. S'il y a des médicaments qui sont disponibles, on va les utiliser, etc., etc. La difficulté du CMDP, le Conseil des médecins dentistes et pharmaciens, et les autres conseils multidisciplinaires, Conseil des infirmiers et infirmières dans les établissements, la difficulté à contrôler la pertinence. Alors, chaque professionnel, et en particulier les médecins, ont une autonomie et on ne contrôle pas vraiment ce qu'ils font. Je vais vous parler d'une initiative dans un instant qui tente de changer les choses un peu. Et il y a évidemment un manque d'incitatif à la pertinence. Comme je disais, on paye les professionnels, les médecins en particulier, on les paye pour les services qu'ils rendent. On ne les paye pas nécessairement pour les services de qualité ou les bons services. Il y a des expériences dans certains milieux où on paye les médecins à la performance. Alors, par exemple, ils reçoivent un diabétique. Bien, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire quand on reçoit un diabétique. Okay? Alors, vérifier les pieds, puis la circulation, etc. Donc, on devrait, en principe, retrouver les services qui sont prescrits ou recommandés pour ce type de maladie. Le modèle, là, ici dans le bleu, là, c'est involontaire qui est en bas, le modèle du formulaire de demande d'examen de laboratoire. Alors, dans bien des milieux, pour commander des examens de laboratoire, on coche simplement la case. Voici, alors j'ai besoin de tous ces tests. Clac, c'est commandé. Au lieu de l'écrire le test. Okay? Alors, dans certains milieux, on a changé les formulaires et il n'y a plus de cases à cocher. Il y a des lignes blanches. Et les lignes, je veux un test de telle chose, telle chose. C'est drôle, on fait moins de tests dans ce temps-là. Les médecins commandent moins de tests quand il faut qu'ils les écrivent plutôt que quand on a juste à cocher. Alors, voilà. Alors, tantôt, je vous ai parlé des statines. Les statines, c'est pour le cholestérol. Okay? Pour ceux qui sont pharmaciens, là, je me suis trompé. Alors, ne me citez pas là-dessus. Alors, ça va? Alors, des facteurs de prolongation ou prolongement inapproprié du séjour hospitalier. Okay? Dans certains cas, il y a des patients qui restent trop longtemps à l'hôpital. Okay? Alors, pourquoi c'est comme ça? Il y a des facteurs qui sont liés au processus intra-hospitalier et d'autres qui sont liés à des facteurs externes au milieu hospitalier. Alors, à l'intérieur de l'établissement, l'organisation hospitalière, alors il y a des délais d'accès aux examens diagnostiques et aux résultats. Alors, on va avoir des tests. On est la fin de semaine. Bon, bien là, il va falloir attendre. Les tests vont être disponibles seulement le lundi. Alors, vous allez attendre 48 heures de plus à l'hôpital. Ou d'avoir les résultats. Le test est fait, mais ça prend 24 heures de plus pour avoir les résultats. Le dispensateur, celui qui donne les soins. Alors, un retard pour donner le congé. Alors, il y a une mauvaise planification du congé, un délai à répondre aux consultations. On demande une consultation à un spécialiste. Bien, il devait venir aujourd'hui, là, il va venir demain. Bon. Les heures tardives de tournée des médecins. Les médecins font le tour des patients et là, il n'est pas venu aujourd'hui en fin de journée, il est parti. Bon, ben, ils vont repasser demain matin. Vous aurez votre congé demain. Bon, ben, une journée de plus à l'hôpital. Du point de vue du patient, évidemment, il y a des patients parfois retardent le congé. Il peut avoir une ambivalence face à une procédure. Il dit, ben là, je ne suis pas sûr que je vais avoir ça, je vais mieux attendre. Il peut y avoir des attentes liées à l'éloignement
de certains membres de la famille lorsqu'un consensus familial est requis. Alors, il y a des délais, on attend. Bon, alors ça, bien, on reste plus longtemps que requis à l'hôpital. Il y a des facteurs liés à la disponibilité de ressources dans l'environnement, évidemment. Alors, l'inaccessibilité de ressources de soins à domicile. Si le patient a eu un traitement à l'hôpital, qu'il n'a plus besoin de soins actifs à l'hôpital, il devrait avoir des soins à domicile, mais ben là, les soins à domicile, on n'est pas sûr qu'on peut lui en donner. Le CLSC n'est pas prêt, il est débordé, il y en a trop, on n'a pas assez de ressources. Ben là, on va le garder un peu plus longtemps. Même chose, s'il n'y a pas de place dans les soins de longue durée, les établissements de soins de longue durée, ben, le patient va rester dans un lit occupé, dans un hôpital de courte durée, parce qu'il n'y a pas de place dans les soins de longue durée. Donc, c'est une utilisation hospitalière inappropriée parce que le système n'est pas prêt à recevoir le patient au bon endroit ou à l'endroit le plus pertinent. Alors, les conséquences. En termes de conséquences, on sait que les patients peuvent être affectés ou peuvent avoir des inconvénients. Alors, patients can be harmed by too much care, just as when they receive too little care. Alors, aux États-Unis, les conséquences incluent la souffrance physique, de chirurgie non nécessaire et des effets indésirables évitables, autant que des toxicités financières. On sait qu'aux États-Unis, le système est largement privé. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas d'assurance maladie. Et quand ils doivent avoir des soins, ça leur coûte quelque chose, sérieusement, ou de façon considérable. Et quand les soins sont inutiles, ben, ça grève un budget encore plus. Déjà que quand les soins sont requis, ben, ça coûte quelque chose. Mais imaginez quand les soins sont non requis, puis qu'il y en a jusqu'à 30% aux États-Unis, ben, ça remet en question l'équilibre financier des familles. Et ben, ça peut entrer en compétition avec d'autres besoins de base, des besoins de sécurité, de logement, de nourriture, etc., etc. Donc, ce n'est pas négligeable. Alors, l'impact potentiel de la non-pertinence sur la santé et les coûts. Alors, on peut imaginer que... Oh, là, je ne toucherai rien. Non. On peut imaginer que quand on a de la surutilisation, surmédicalisation ou au-delà des bénéfices que le patient pourrait en retirer, à court terme, peut-être qu'une surutilisation, ça a un impact plus ou moins important sur la santé. Bon, par exemple, prendre des antibiotiques pour une grippe qui est virale, c'est pas trop dommageable, ça n'a pas trop d'inconvénients. Passer un test de plus, si on n'a pas trop de complications, peut-être c'est pas trop grave à court terme. Mais à long terme, ça peut avoir un impact sur la santé. Prendre trop de médicaments dont on n'a pas besoin, ben, ça peut avoir des impacts importants sur la santé. Et ça peut avoir des impacts aussi sur les coûts du système. Alors, à court terme, une surutilisation, ça entraîne des coûts. Plus de médicaments, plus de tests, plus d'hospitalisation, plus de toutes sortes de choses. Ça a un impact sur les coûts. Et à long terme, certainement. La sous-utilisation, on n'en a pas parlé beaucoup, mais ça existe aussi. Et en fait, la surutilisation et la sous-utilisation sont souvent liées un à l'autre. Parce que quand on surmédicalise, ça veut dire qu'on met des ressources à certains endroits qui ne sont pas nécessaires et qui ne sont pas bénéfiques. Ces ressources-là ne sont plus disponibles pour des gens qui en ont vraiment besoin. Donc, on pourrait retrouver, à cause de la surmédicalisation ou de la surutilisation, des éléments ou des événements de sous-utilisation, c'est-à-dire des gens qui n'auront pas les services parce que les médecins, les hôpitaux, les lits et tout le système de santé est occupé à donner des services qui sont non nécessaires. Ces ressources-là sont déjà occupées. Par exemple, les médecins de famille qui revoient leurs patients une fois par année ou même plus pour un examen annuel qui n'est pas nécessaire, bien, toutes ces périodes-là ne peuvent pas être occupées ou dispensées à des gens qui en ont vraiment besoin, à des gens qui ont besoin de soins dans la semaine, dans les prochains jours. L'horaire est déjà booké. Bien, il est booké souvent par des gens qu'on revoit inutilement. Donc, on retrouve les deux phénomènes. Alors, dans la sous-utilisation, il peut y avoir un impact à court terme sur la santé. Quelqu'un qui n'a pas les services d'urgence dont il a besoin tout de suite parce qu'il attend 12 heures, puis finalement, il retourne chez lui, alors il y a une appendicite et puis ça se complique. Bien, ça peut avoir un impact sur la santé. Sur les coûts, une sous-utilisation, bien, ça peut diminuer les coûts à court terme. On n'offre pas le soin. Le test n'est pas fait.
la personne n'est pas hospitalisée. Donc, ce soin-là ne coûte rien, ou coûte moins parce qu'il n'est pas utilisé. Mais à long terme, la sous-utilisation, évidemment, va avoir des impacts négatifs sur la santé et certainement sur les coûts, parce que quelqu'un qui n'a pas les soins au moment où il en a besoin, si ça se complique, il pourra avoir une détérioration de son état de santé et avoir besoin de soins plus coûteux plus tard. Donc, à long terme, que ce soit la sur- ou la sous-utilisation, c'est dommageable pour la santé et ça coûte cher au système de santé. Alors, les remèdes. Alors, je parlais de remèdes, on pourrait parler de solutions. Le remède, c'est un vieux terme, on comprend. Et je l'ai utilisé, entre autres, parce que la surutilisation, ça concerne en particulier les médicaments ou les remèdes. Alors, remède ici en sens de solution. Alors, comment réduire? Alors, si on reprend un peu les causes que le Conseil médical du Québec avait identifiées, bien, améliorer la formation initiale et continue des professionnels concernant la pertinence. Qu'est-ce que la pertinence? À quel moment? Sur comment l'évaluer? Distinguer les deux types de pertinence? Qui est responsable? Donc, améliorer la formation, à la fois initiale, mais continue aussi. Comme les traitements et la science évoluent, ben, la formation continue est nécessaire. Repenser l'obligation des examens pré-embauche prévus par la loi. Est-ce que tous ces examens-là sont nécessaires? Bien, souvent, c'est presque une habitude alors qu'il n'y a aucune indication. Et la plupart du temps, on dit dans le domaine de la santé, bien, si ce n'est pas nécessaire, pourquoi le faire? Il y en a d'autres qui vont dire, bien, si on a des doutes, dans le cas de doute, on est mieux de le faire. Bon. Réduire les craintes de poursuites légales en encourageant l'usage de données probantes. Comme je disais, normalement, quand les professionnels suivent les recommandations des ordres professionnels, des associations médicales ou de ce qui est prescrit par le gouvernement ou une autre entité, normalement, ils devraient être protégés de poursuites. Okay? Et il y a tout un contexte dans lequel on peut réduire les risques de poursuite si on a une bonne communication avec le patient, s'il y a de l'ouverture, de la franchise. Parce que les patients, quand ils poursuivent, souvent, c'est parce qu'ils veulent connaître la vérité. Ils veulent savoir, « Ah, vous m'avez caché les choses, ben, je vais vous poursuivre puis je vais essayer de sortir la vérité. » Et ils veulent aussi éviter que ça se reproduise à nouveau, okay? Puis que les choses changent. Alors que si on est très ouvert, très franc, puis là, je pourrais vous parler de toute la qualité puis des événements indésirables de la sécurité, mais on peut réduire les risques de poursuite en utilisant les données probantes davantage et en étant plus ouvert à l'égard des patients. Pour les médecins, remplacer la rémunération à l'acte, et puis là, on pourra avoir tout un colloque sur les modes de rémunération. M. Barrette, cet après-midi, va peut-être aborder la question, je ne sais pas. La rémunération à l'acte favorise le nombre d'actes et non leur pertinence. Et c'est ce que plusieurs politiciens disent. La rémunération à l'acte, c'est un garant de la productivité. Parce que les médecins sont payés à l'acte, ils vont vouloir produire des actes. C'est comme si vous allez ramasser des fraises dans un champ. Si vous êtes payé au casseau de fraises, il y a plus de chances que vous allez ramasser beaucoup de fraises. Mais est-ce que ça va être les plus belles, les meilleures? Ah, ça, c'est pas grave, vous êtes payé au nombre de casseaux. Bien, c'est ça qui arrive. Alors, peut-être qu'on devrait changer le mode de rémunération, en particulier pour un mode mixte, où on pourrait avoir une base de salaire et une prime pour le rendement ou la productivité. Dans bien des pays, les médecins, ils ne sont pas payés à l'acte. Okay? Ce n'est pas dans l'ADN des médecins d'être payés à l'acte. Il y en a qui pensent ça. Là. Ah, la seule façon de payer les médecins, c'est à l'acte. Parce qu'autrement, ils ne travailleront plus, ils vont se traîner les pieds. Je pense pas. Mise en place d'incitatifs à la pertinence, donc payer pour les bons services. Alors, et aux États-Unis, on assiste de plus en plus à une tendance qu'on appelle, pour remplacer le fee-for-service, c'est-à-dire le paiement à l'acte, on parle de value-based care. Alors, on va payer pour ce qui donne de la valeur. On achète de la valeur. On n'achète pas des services. Quand on paye à l'acte, on achète des services. Alors que quand on paye pour value-based, on paye pour des valeurs. Ça veut dire, ce soin est-il recommandé? Est-il quelque chose qui va apporter du bien au patient? Oui, on va le payer. Si ça n'apporte rien, on ne paye pas. On pourrait voir si on peut imaginer des modes de paiement comme ça. Paiement à la pertinence. Améliorer l'organisation des services. Alors, s'assurer que tout le monde a un médecin de famille. On sait qu'il y a des promesses qui ont été faites
mais qui ne sont pas encore réalisés, et réduire le recours aux cliniques sans rendez-vous. OK? Alors, si quelqu'un est bien suivi, et peut-être qu'on peut utiliser d'autres professionnels aussi, le thème, c'est l'approche multidisciplinaire, bien, peut-être que quelqu'un n'a pas besoin de voir un médecin tout le temps s'il y a un petit bobo. Peut-être qu'il a besoin de voir quelqu'un, donc la pertinence de l'intervention, la pertinence d'un suivi, d'une rencontre, d'un service, mais est-ce que ça doit être nécessairement un médecin? En Ontario, il y a 2000 infirmières praticiennes spécialisées et ils ont des cliniques sans médecin, puis les gens en sont très satisfaits. Ils ont accès à un professionnel formé qui va répondre à leurs besoins dans une grande majorité des cas. Encourager les instances professionnelles, le CMDP, les autres professionnels et les autres, à mieux contrôler la pertinence. Alors souvent, on dit, les médecins en particulier sont des professionnels autonomes, ils ne sont pas les employés de l'hôpital, ils sont les experts, ils sont les seuls juges de leur pratique. OK, mais ça veut dire qu'on ne peut pas contrôler, personne ne peut contrôler, là, le CMDP, il a normalement une responsabilité d'assurer la qualité de l'acte dans les établissements publics. Bien, peut-être qu'il devrait l'exercer, cette responsabilité, davantage. Modifier le formulaire de demande d'examen de laboratoire, faire écrire les tests plutôt que simplement de cocher des cases, comme je le mentionnais tout à l'heure. Alors, des méthodes qu'on pourrait élaborer, là, par exemple, analyser les pratiques de soins en fonction de critères scientifiques, c'est-à-dire documenter les pratiques, analyser le recours aux antibiotiques, analyser la fréquence des tests de laboratoire, analyser les hospitalisations, etc., etc., et les confronter aux recommandations scientifiques ou aux données probantes. Rétro-informer ou le feedback aux professionnels sur leurs pratiques. Alors, voici comment vous pratiquez et voici comment ça se compare à vos pairs, à d'autres professionnels ou aux données probantes ou aux normes scientifiques. Et souvent, ça change les pratiques, ça fait changer les pratiques. Quand un professionnel se retrouve à être celui qui prescrit le plus d'antibiotiques dans une clinique, un département, un hôpital ou une région, bien, c'est drôle, sans qu'on intervienne, les choses changent tout à coup. Hein? Alors, simplement le feedback, ça fait changer les pratiques. Favoriser le partage des meilleures pratiques, le benchmarking entre établissements, savoir comment on fait dans tel ou tel établissement, les durées de séjour pour tel soin, la prescription de tests, de médicaments, etc. Favoriser le partage d'expériences. L'efficacité de quelques interventions. Alors, j'ai repris quelques études là, très, très sommaires. Alors, le fait de devoir écrire une prescription et se comparer aux meilleurs réduisent d'environ 75% les prescriptions inappropriées d'antibiotiques. 75%, c'est pas rien. Mais le fait juste de se faire proposer des alternatives n'a pas d'effet significatif. Donc, c'est vraiment devoir écrire la justification et se comparer. Selon une méta-analyse, l'audit et le feedback, donc la révision des pratiques et le feedback des pratiques médicales pour réduire l'imagerie cardiaque inappropriée de 64%. 64%, c'est pas rien. Le feedback aux pharmaciens pourrait augmenter la proportion de prescription de médicaments anti-asthmatiques conformes au guide de pratique. C'est une étude qu'on avait faite. Une stratégie multiple de diffusion de guides de pratique a permis de réduire la prescription globale d'antibiotiques au Québec. Alors, c'est juste quelques expériences rapides. Choosing Wisely, choisir avec soin, c'est une initiative américaine qui a été adoptée au Canada et au Québec. Alors, c'est basé sur le professionnalisme. Ce n'est pas basé sur le contrôle par des gestionnaires ou par le ministère. Ce n'est pas basé sur la punition, c'est vraiment basé sur le professionnalisme. Comme professionnel, on veut bien travailler, on va offrir ce qui est le meilleur aux patients, mais le meilleur, ça peut vouloir dire aussi moins que ce qu'on pense. Alors, basé sur l'éducation, le feedback, ça vise à éliminer des tests ou des interventions jugées non pertinentes ou inutiles. Chaque spécialité identifie au moins 5 examens ou tests parmi les plus courants qui pourraient être évités parce qu'ils apportent peu ou pas de bénéfices aux patients. Donc, c'est vraiment les professionnels eux-mêmes qui identifient ce qu'on pourrait remettre en question. Au total, plus de 500 tests et procédures, souvent surutilisés, ont été identifiés. Et vous avez là des sites où on parle de cette initiative. Quelques résultats récents, là, octobre 2017, il y a eu une réduction significative du nombre de tests sanguins quotidiens, d'électrocardiogrammes annuels,
d'IRM de résonance magnétique pour les maux de dos, le test de créatinine, etc. Certaines études ont montré des résultats plutôt mitigés. Il y a évidemment une nécessité de plus d'évaluation et, je l'ai mentionné tout à l'heure, une alternative, les plans d'assurance basés sur la valeur où la contribution financière des patients varie selon la valeur des interventions. Ça, c'est dans le contexte américain. Évidemment, ici, les gens ne paient pas. Mais on pourrait imaginer, peut-être que ce serait un sacrilège, là, mais on pourrait imaginer que les patients doivent payer pour des services qui sont jugés inutiles, inefficaces et que le patient veut avoir à tout prix. Ben, peut-être que je vais vous le passer, votre test, mais c'est inutile ou vous prescrivez tel médicament, c'est inutile, en tout cas. Peut-être que c'est impossible dans le contexte canadien. Alors, je vais terminer avec une initiative québécoise pour améliorer la pertinence. Alors, peut-être que le ministre Barrette en parlera cet après-midi. Ça a été lancé à l'automne 2016 par le ministère de la Santé. Il y a un comité de pertinence provincial qui implique les ordres professionnels, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux et le ministère. Donc, qui chapeaute l'initiative. Et il y a un comité de pertinence par RUIS, les réseaux universitaires intégrés de services. Okay? Il y en a 4 au Québec parce qu'il y a 4 universités qui ont des facultés de médecine, 4 facultés de médecine. Donc, chaque comité de pertinence RUIS doit soutenir les comités de pertinence des CIS et CIUS dans son réseau. Alors, les comités de pertinence analysent les données. Là, ça fait pas longtemps, là, ça fait 1 an qu'ils travaillent là-dessus, ou à peu près. Ils analysent les pratiques cibles qui ont été identifiées comme pouvant faire l'objet de services inappropriés. Alors, pour donner du feedback aux professionnels et faire du benchmarking entre les établissements. Alors, comment on fait à tel hôpital versus tel hôpital versus tel hôpital? Et il y a des pratiques qui ont déjà changé. Il n'y a pas vraiment de publication encore, mais quand on consulte les gens dans le milieu, ils nous disent oui, il y a eu effectivement des pratiques qui ont changé et le travail se poursuit. Donc, c'est une initiative prometteuse. Ça fait longtemps qu'on aurait dû commencer à le faire. Jusqu'où ça va aller, je ne sais pas, mais il y a des fois des choses qui sont bonnes puis qu'on met à la poubelle, malheureusement. Là. Alors, en conclusion, la surmédicalisation ou la non-pertinence des soins est fréquente. Okay? Ce n'est pas inhabituel. Ça arrive à plusieurs endroits, mais au moins de plus en plus de gens en sont conscients, puis le gouvernement veut que les gens se mobilisent autour de ça. La surmédicalisation entraîne des souffrances pour les patients, c'est vrai, quand on soumet des gens à des tests, et puis globalement ou collectivement, on en souffre aussi. Quand on prescrit trop d'antibiotiques, inutilement, ben, ça crée de la résistance aux antibiotiques. La résistance aux antibiotiques fait que quand quelqu'un a besoin d'un antibiotique, les antibiotiques ne marchent plus. Alors, collectivement, on en souffre. La surmédicalisation coûte cher au système de santé. On ne le sait pas, mais en réalité, ça coûte cher et ça mobilise des ressources qui pourraient être utilisées pour d'autres personnes qui en ont besoin. Il existe différentes façons de la réduire, la surmédicalisation. J'ai fait un survol. Ça prend des données. Il faut les documenter, ces phénomènes-là. Il faut les analyser. Ça prend aussi une volonté politique et des approches multipartites, on pourrait dire multidisciplinaires, en collaboration avec les professionnels et les patients. Donc, l'implication des patients est importante pour s'y attaquer. Alors, voilà. Merci. Alors, je pense qu'on a un peu de temps pour les questions. S'il y a lieu. Peut-être que je pourrais vous poser des questions aussi pour voir ce que vous avez retenu, et en particulier aux étudiants de mon cours de l'automne passé, pour voir si après 2 fois, là, ils peuvent donner la conférence peut-être. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Donc, mon nom est Jennifer Dahac. Je suis la vice-présidente dans le FRESC pour les partenariats financiers. Puis je vais animer la période de questions pour le professeur Blais pour la présentation qu'on vient d'entendre. Donc, si vous avez des questions, je vais faire le tour. J'aimerais ça que vous vous nommiez et nous dire ce que vous faites dans la vie et puis adresser votre question par la suite. Donc, s'il y a une question, on pourrait la prendre tout de suite. Oui. Bonjour. Je m'appelle Jamila, je suis étudiante en médecine à l'Université McGill. Je remarque que, ça fait pas longtemps que j'ai commencé mes stages dans les hôpitaux, là, mais je remarque qu'il y a beaucoup de médecins quand même qui sont sensibilisés à la question
des soins non nécessaires, des soins qui n'apportent pas de valeur ajoutée. Mais quand ils se retrouvent devant des patients qui insistent pour avoir, mettons, un test diagnostique que le médecin juge non nécessaire, le médecin va avoir tendance à, s'il juge qu'il n'y a pas d'effet négatif, à juste accepter et à céder aux patients par manque de temps pour argumenter, etc. Est-ce que vous pensez que ça serait une bonne idée d'aussi miser sur l'éducation de la population par rapport à ça, et si oui, comment? Tout à fait, vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça que dans ma dernière diapo, je dis qu'il faut travailler avec les professionnels et les patients aussi. Et les patients, on pourrait dire, et la population. Alors, on vante actuellement dans les médias les soins qui sont offerts, mais on ne vante pas les non-soins, les choses qu'on pourrait faire autrement ou ailleurs. Ou, vous savez, tel test n'est pas toujours nécessaire ou offre peu de bénéfices. Donc, l'éducation aux patients ou l'éducation de la population, certainement, il pourrait y avoir des campagnes générales, mais aussi chaque professionnel a la responsabilité d'une certaine façon de dire, vous savez, madame ou monsieur, c'est pas très utile ou c'est pas très nécessaire. Et ça a des conséquences. Et comme je disais, quand les patients sont bien informés, c'est sûr que ça prend un peu de temps, là, mais c'est pas nécessairement le médecin qui doit déployer l'ensemble des informations. Ça pourrait être fait en attente, ça pourrait être fait par une infirmière. Quand les patients sont bien informés, souvent, ils acceptent de prendre moins de soins. On a une question ici. Oui. En fait, j'en ai deux. Je m'appelle Sarah, je suis étudiante à l'Université McGill, soins infirmiers. Oui, je n'entends pas très bien. Allô, c'est bon? C'est plus clair? Essayons. Essayons. OK. Mon nom, c'est Sarah, étudiante à l'Université McGill en soins infirmiers. J'ai deux questions pour vous. La première, je ne sais pas si vous êtes capable de me répondre, mais est-ce que c'est légal que les poursuites judiciaires peuvent être traitées à l'interne par un employé du même hôpital? Est-ce que c'est légal que les poursuites Judiciaires peuvent être traitées à l'interne par un employé du même hôpital? Que les poursuites légales soient traitées par un employé du même hôpital? C'est à la même place, là. C'est-à-dire, il y a des poursuites, supposez par exemple qu'un patient se plaint d'un médecin, il peut déposer une plainte à l'ordre au Collège des médecins, ça c'est une chose. Il peut déposer une plainte au CMDP dans l'établissement. Et là, normalement, il y a des mécanismes qui sont mis en branle et ça prend des gens qui sont indépendants. Alors, pour être plus clair, dans le fond, nous, on avait poursuivi l'hôpital, puis c'est l'anesthésiste de la même hôpital qui a traité les poursuites. Fait que c'est sûr que ça avait été refusé à chaque fois. oui, c'est sûr que si vous déposez une plainte contre un hôpital et c'est quelqu'un de l'hôpital qui peut être même un collègue de la personne qui est en cause, c'est pas autonome, enfin, c'est pas indépendant comme jugement. Puis, si vous... Et je comprends que vous avez raison de poser la question, il devrait y avoir quelqu'un de l'externe. Et s'il y a une poursuite, normalement, il y a des experts externes qui sont appelés. J'ai une deuxième question par rapport à la surmédication. Par rapport à la... Oui. Surmédication, comme Oui. vous avez présenté. Quand on en prend trop, puis qu'on fait les traitements, est-ce que les traitements d'anesthésie peuvent être en cause, on peut devenir résistant? Les traitements de... Anesthésie. Oui, ça a l'air bizarre, là, mais c'est la clinique antidouleur qui font des traitements d'anesthésie pour bloquer les douleurs. Vous le direz, est-ce que les traitements d'anesthésie ou peuvent être inappropriés? Non, mais est-ce qu'on peut devenir résistant comme aux antibiotiques? Ah, que les gens peuvent devenir résistants au traitement antidouleur? Oui, c'est tout à fait possible. Là, on sait, par exemple, actuellement, il y a la crise des opioïdes. Hein? Alors, les opioïdes, les gens en prennent de plus en plus. Aux États-Unis, c'est rendu une épidémie. Plus on en prend, plus on risque de devenir dépendant à ça et qu'à un moment donné, il faut augmenter la dose. C'est un peu dans cette optique-là. Pour ce qui est des anesthésies dans les salles d'opération, là, je suis moins familier avec les produits, et puis, mais on pourrait imaginer qu'il y a des risques d'en consommer davantage. Mais souvent, quand on va en salle d'opération ou qu'on est anesthésié, on ne fait pas ça tous les jours. Donc, c'est pas comme prendre des opioïdes régulièrement. Si ça arrive une fois par année,
peut-être qu'il y a moins de danger. Mais je ne suis pas anesthésiste. Une autre question? Bonjour, je m'appelle Élise Giroir, je suis étudiante en ergothérapie à l'Université de Montréal. Très bon choix, très bon choix. Donc, au même titre que la rémunération à l'acte contribue au phénomène de surmédicalisation, je me demandais si vous pensiez que la pratique au privé également pouvait contribuer au phénomène de surmédicalisation. OK, alors est-ce que la pratique au privé pourrait contribuer Ben, il y a plusieurs aspects à ça. Si la pratique au privé fait que quelqu'un n'est pas soumis à des protocoles, des contrôles, des normes, parce que dans un établissement public, il y a le CMDP et il y a des protocoles au niveau d'un département. On dit, ben voilà, c'est comme ça qu'on pratique, tout ça. La pratique au privé, si quelqu'un n'est pas soumis à ces normes-là, parce que dans le privé, là, c'est-à-dire hors des établissements publics, il n'y a pas de CMDP. Et il y a évidemment le Collège des médecins, il y a les ordres professionnels qui sont toujours présents, mais outre ça, les professionnels sont assez libres de pratiquer comme ils veulent. Et le privé, si l'objectif c'est de répondre rapidement aux patients, ben, ils peuvent dire, OK, je vais vous faire votre test, puis on va vous faire votre examen complet majeur à répétition, tout ça. Alors là, la préoccupation, c'est d'abord de faire de l'argent. Hein, c'est de dire, on offre le meilleur service. Alors, ça veut dire le plus de services. Le plus de services, ben, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Et s'il n'y a pas de balise ou s'il n'y a pas de pair, PAIRS, autour pour dire, ben non, ça, c'est pas approprié, c'est pas nécessaire, on risque effectivement d'en faire davantage pour rien. Vous avez raison. Bonjour. Oui. Moi, c'est Samuel. Je suis étudiant en physiothérapie à l'Université de Montréal. Vous avez parlé du paiement à l'acte. Oui. Que ça serait bien d'aller au paiement vers la qualité de l'acte. Oui. Mais moi, je me demandais, pratico-pratique, qui déterminerait la qualité de l'acte et comment ça fonctionnerait avec la gestion? Est-ce pour établir ça, il faudrait créer des comités gouvernementaux ou qui déterminerait quel est un bon et un mauvais service? OK, c'est une bonne question. Alors, au fond, il faudrait que ce soit les associations professionnelles. Ça ne sera pas le fonctionnaire au ministère de la Santé qui va dire, ben ça c'est pas bon, ça, on ne paye pas pour ça. Il faudrait que ce soit basé sur les sociétés savantes. Alors, l'Ordre des orthopédistes, avec les données probantes, devrait dire, ben, la laparoscopie du genou dans telle situation, c'est pas recommandé, c'est pas approprié, donc on ne devrait pas payer pour ça, entre guillemets. Ou bien, lorsque un patient vient avec telle condition, voici ce qu'on devrait faire. Donc, selon les données probantes, selon les sociétés savantes, selon les experts. Alors, on ne va pas prendre la place des experts, et c'est surtout pas les gestionnaires qui devraient prendre la place des experts, que ce soit en physiothérapie, en orthopédie ou en obstétrique, n'importe quoi. Oui, ici. Allô. Allô. Bonjour, je m'appelle Tony Emilien. Justement, je suis le curateur des affaires externes de l'ISIUM, de l'Association étudiante des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Puis d'abord, merci pour la présentation. Puis moi, ma question, c'était par rapport justement à l'éducation de mettre l'emphase justement sur la pratique probante et de vraiment respecter une préférence du patient et de faire un renseignement auprès du patient sur la surmédicalisation. Je prends un article qui parle de ça justement, c'est Roger et Twitter 2017 qui parle justement d'enjeux éthiques en lien avec le surdiagnostic. Enjeu avec la? Le surdiagnostic. Oui. Donc, d'habitude, les solutions proposées par rapport à ça, dont l'article parle justement, c'est de focuser sur le respect des patients et d'éduquer le patient par rapport à ça. Cependant, les auteurs avaient remarqué que ces solutions qui sont habituellement proposées pour régler ce problème-là ne font pas le poids contre les pressions culturelles et sociales au sein d'une unité de soins. Et justement, lors des applications de guidelines et de lignes directrices en milieu clinique, une des principales barrières est justement la pression sociale et culturelle au sein d'une unité de soins et des départements de soins aussi. Donc moi, je voulais savoir ce
que vous pensez justement de la pression sociale et culturelle au niveau de la santé? Merci. Oui, bien, la pression sociale vient souvent des groupes d'intérêt. OK? Alors, les groupes d'intérêt, c'est ceux qui ont quelque chose à vendre. OK? Ou quelque chose dont ils peuvent bénéficier quand le service est offert. Parce qu'on sait que toute dépense, d'une part, c'est le revenu pour quelqu'un d'autre. OK? Alors, si on dit, ben, vous devriez avoir tel vaccin pour telle maladie, vous devriez avoir tel test, vous devriez avoir tel médicament, etc., etc., bien, toute cette dépense-là, ça va être un revenu pour quelqu'un. Alors, qui a intérêt à promouvoir ces pratiques-là? Alors, pour ça, ben, il faut contrôler à la fois les publicités, contrôler les messages, s'assurer que les messages sont basés sur des données probantes. Et on sait que les compagnies pharmaceutiques, en particulier, ben, ont intérêt à vendre leurs médicaments. Ils sont là pour ça. C'est des entreprises privées. Ils sont là pour vendre leurs produits. Alors là, il faut s'assurer qu'à la fois le message qui est transmis, qui est rendu public, soit contrôlé. Puis au Canada, ben, on a une règle qui dit qu'on ne peut pas à la fois mentionner à la fois le diagnostic ou le problème et le médicament. Hein? On peut mentionner l'un ou l'autre. Alors, si vous avez des problèmes X, consultez votre médecin. OK? Ou sachez que tel médicament est très, très bon. Si vous voulez savoir pourquoi, consultez votre médecin. Bon, alors, donc, il y a des balises en termes de publicité, mais en termes d'éducation pour la population, comme je le mentionnais tout à l'heure, ben, quand on éduque davantage la population ou les patients, ben, normalement, ils demandent moins. On penserait des fois qu'ils demandent plus. Ah, il est allé sur Internet, il a vu tel test, il a vu tel médicament, il va le demander au médecin. Peut-être, mais ça, c'est un début d'information, un début de formation. Quand le patient est vraiment informé des avantages, des inconvénients, et puis dans des sociétés, il y a effectivement des sociétés qui sont plus demandantes et d'autres moins demandantes. Aux États-Unis, on va avoir la dernière technologie, puis ceux qui ont de l'argent, ils se la payent. Dans d'autres pays, en particulier les pays européens, ben ils sont plus, je dirais, prudents et puis ils acceptent. Par exemple, votre enfant a une otite, vous allez voir un médecin aux Pays-Bas, ben il va dire, dans bien des cas, vous n'avez pas besoin d'antibiotiques. Ou bien, je vous prescris un antibiotique, mais attendez 48 heures pour le faire remplir. À ce moment-là, puis les gens vont accepter. Ils vont dire, ben oui, finalement, avec des Tylenol, après 48 heures, c'est pénible, mais ça passe dans bien des cas. Donc, la société développe ses propres attentes, sa propre connaissance, et ça ne change pas du jour au lendemain. Vous avez raison, il y a des pressions sociales, de groupes d'intérêt, même les professionnels vont dire, bon, ben, je vais vous prescrire telle chose. Tu sais. Alors, ils l'apprennent aussi dans leur formation et ils sont soumis aux pressions des pairs, des compagnies pharmaceutiques, de la population, mais à un moment donné, il faut renverser la vapeur. Et peut-être que l'initiative du gouvernement actuel sur les comités de pertinence vont d'abord sensibiliser les professionnels quand on leur dit, voyez là, les prescriptions d'antibiotiques, les tests ou telle chose, c'est pas pertinent, ça marche pas, ça donne rien. Alors, il y a peut-être un début de changement de mentalité d'abord chez les professionnels et qui vont peut-être les transmettre aux patients puis éventuellement à la population. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Nous allons prendre 2 dernières questions rapides, donc une de ce côté-ci puis une autre de l'autre côté de la salle. Oui, bonjour. Est-ce Oui. qu'on m'entend bien? Parfait. Donc, je m'appelle Charlotte Bernier. Je suis étudiante en chiropratique. Et puis, j'aimerais savoir, considérant que les médecins de famille sont suroccupés et puis qui sont payés à l'acte, est-ce que ça serait pertinent que d'autres professionnels de première ligne, qu'on puisse référer directement à des spécialistes à place de passer par le médecin de famille qui réfère? On enlèverait une étape. Oui, alors est-ce que ce serait pertinent qu'un patient puisse s'auto-référer à un spécialiste plutôt que de passer par un médecin de famille? C'est ce que vous dites? Qu'un autre professionnel de santé. Ah oui, OK, ou qu'un autre professionnel puisse le référer. Oui, en même temps, il y a bien des choses qu'un professionnel de première ligne peut détecter et dire, ben c'est pas nécessaire là, de référer tout de suite à un spécialiste ou à un autre professionnel. Il faut voir. Je pense que le travail en équipe multidisciplinaire, ça, c'est sûr que c'est à développer, que les gens utilisent leur expertise propre pour traiter un cas. Est-ce que la référence d'un médecin, d'un autre professionnel, par exemple, je ne sais pas quoi, une infirmière qui référait à un chiropraticien, par exemple, hein, on peut imaginer ça.
Je ne suis pas sûr que c'est approprié ou que c'est nécessaire. Il faudrait voir, ça dépend des circonstances. Oui. André? Non? Ah, je pensais qu'André avait une question. Ah, ben, pas de chance. Bonjour. Mon nom est Linda Landry. Je suis une patiente partenaire. Oui. Donc, j'étais infirmière dans ma carrière et maintenant je suis retraitée. Vous avez une deuxième carrière comme patiente partenaire? Oui, ben, j'ai été gestionnaire en soins d'infirmier, gestionnaire en ressources humaines. Troisième carrière. C'est ça. Et maintenant, bon, je suis bien contente d'être ici aujourd'hui. Votre sujet me passionne. Donc, j'ai une question qui touche un peu à la fois la médecine intégrative ou médecine alternative et la tendance que la population a développée à passer par le médecin avant de faire quoi que ce soit. Par exemple, un patient peut consulter le médecin et demander est-ce que je dois voir un nutritionniste, est-ce que je devrais aller voir un physio, est-ce que l'acupuncture pourrait m'aider ou est-ce que la massothérapie pourrait m'aider? Et parfois, selon ce que le médecin recommande, le patient décide en fonction. Et j'entends souvent, parce que je fais du bénévolat en oncologie au quotidien, j'entends souvent des patients qui disent « Non, je ne peux pas, le médecin me dit non ». Mais avec tout le respect que j'ai dans ma carrière d'infirmière et la formation des médecins, ils ne sont pas des spécialistes dans tout. Par exemple, ceux qui ont une formation en nutrition peuvent peut-être détecter un peu plus que le patient n'est pas assez bien nourri. C'est sûr que si le médecin dit vous mangez de tout, si vous mangez équilibré, ça va. Mais quand le patient va voir un nutritionniste, j'ai un exemple concret qui est un de mes parents, on lui dit non, tu ne manges pas assez de ça. Et la situation de santé s'est améliorée après avoir vu la nutritionniste. Donc, moi, ce que je me pose comme question, c'est que, ou ce que j'aimerais, c'est plutôt un souhait, est-ce que les médecins peuvent recommander selon leurs compétences, mais ce sur quoi ils n'ont pas la compétence, laissez le patient juger. Maintenant, les patients sont plus renseignés sur Internet et tout ça, et oser, au lieu de dire le médecin me dit non, je n'y vais pas de massothérapie parce qu'il m'a dit non, j'ai un lymphodème, mais non, le médecin a dit non. Je comprends que c'est une contre-indication médicale, oui, il faut en tenir compte, mais si le médecin croit que ce ne sera pas aidant, comment peut-il se prononcer s'il n'a pas la formation nécessaire pour le juger? Oui, vous avez tout à fait raison. Au fond, il faudrait reconnaître l'expertise de tous ces autres professionnels. Hein? Pas juste dire, si le médecin l'a dit, c'est la voie, la vérité, la vie. Alors, il a absolument raison. Non, est-ce qu'il faut consulter un physiothérapeute si on a mal au dos ou mal quelque part? Peut-être qu'on n'a pas besoin de consulter un médecin pour nous faire dire, non, c'est pas bon la physiothérapie ou c'est bon. Vous avez raison. Je pense qu'il faut faire appel à l'expertise de ces autres professionnels, nutritionnistes, physiothérapeutes, ergo, psychologues. Combien de fois les gens ont des problèmes de santé mentale, puis le médecin de famille, il les voit, il leur prescrit un antidépresseur ou n'importe quoi, puis là, la personne ne voit jamais un psychologue. Alors, vous avez raison. Les autres professionnels devraient être impliqués davantage. Et puis, l'objet de la rencontre aujourd'hui, c'est une approche multidisciplinaire. Il faudrait faire appel à l'expertise de ces autres disciplines. Vous avez raison. Alors, merci beaucoup, M. Régis Blais, professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je pense qu'on peut lui donner une bonne grosse main d'applaudissements. Donc, on parle de pertinence dans les soins, mais c'était, je pense, une présentation super pertinente pour notre travail du reste de la journée aussi. Donc, on va prendre une petite pause d'une dizaine de minutes. Il faut aller à l'extérieur, il y a du café, encore des collations. Puis, vous dirigez vers la salle la première salle que vous avez derrière votre cocarde. Les numéros de salle sont dans les programmes exactement. C'est à votre gauche, en sortant ici, que vous allez pouvoir vous diriger par là pour le travail sur les recommandations. Merci.